Avant que la vidéo ne commence, j'aimerais vous parler d'un petit studio français qui m'a contacté et qui m'a proposé en fait de leur faire de la pub et j'ai accepté gratuitement. Donc ce n'est pas sponsorisé. Mais j'aimerais vous parler de Wargame Sceneries, donc qui est spécialisé dans les décors imprimés en 3D, qui propose des décors imprimés en 3D de grande qualité, mais aussi les fichiers nécessaires pour les imprimer chez vous. Donc Wargame Sceneries propose des décors en fait qui ont plusieurs particularités, notamment celle d'être très précise en termes de détails et modulaire. C'est également un de leurs points forts, donc c'est-à-dire le design, l'esthétique, la modularité et surtout la qualité des produits. J'ai accepté en fait de leur donner ce petit coup de pouce parce que voilà, je trouve que ce qu'ils proposent c'est quand même c'est super. Donc ce sont des décors démontables, transportables, modulables. Wargame Sceneries propose du coup effectivement, comme je vous le disais, les STL. Ils ont également un Kickstarter en cours, donc n'hésitez pas à aller les soutenir si vous voulez également partager donc cette information là que je partage avec vous. Ça pourra leur faire que du bien, donc à toutes les associations, si vous avez envie de créer des tables vraiment complètes en termes d'immersion, juste visuellement. Et ils font tout ça uniquement par passion, parce qu'ils aiment ça, ils aiment toute l'impression 3D, ils aiment Warhammer 40 000, il y a énormément de possibilités, ils ont une nouvelle gamme qui va arriver bientôt, peut-être un petit peu plus typée fantasy, mais comme ils m'ont dit, ça peut aussi se convertir en ruine pour 40K, etc. Donc vous avez beaucoup de possibilités. Ils assurent l'impression eux-mêmes grâce à l'aide de leurs 11 imprimantes. Rien que ça. Les filaments utilisés sont issus du recyclage. Ils travaillent en coopération avec une entreprise française près de Strasbourg. Leur motivation première, en fait, c'est qu'ils considèrent que actuellement les décors compétitifs sont pas à la hauteur, et pour cause, ils m'ont montré quand même pas mal d'exemples, et effectivement, si on y regarde de près, c'est souvent juste du carton pliable, assemblé un petit peu à la va-vite. Donc leur but, c'est d'apporter de la qualité. Donc si vous êtes en recherche de décors de haute qualité modulaires, imprimés avec beaucoup de détails, c'est chez Wargame Sceneries que ça se passe. Je vous mettrai tous les liens en description. Je vous souhaite à tous une excellente vidéo. Merci à Wargame Sceneries de m'avoir proposé ça, parce que même si ça, moi personnellement, ça ne m'apporte rien, je suis sûr que vous pouvez leur apporter beaucoup. Voilà. Bonne vidéo. De leur guerre secrète dans la toile à leur sanglante danse guerrière d'une grâce invraisemblable, les Arlequins forment la plus étrange et énigmatique des factions à Eldari. Ce sont des guerriers acrobates, des artistes du champ de bataille qui ne font pas de distinction entre la guerre et l'art, et dont les prouesses d'agilité et de violence terrifient tous ceux qui leur font face. Grâce au sentier secret de la toile, les masques arlequins frappent par surprise et tuent sans merci. Nimbés d'illusions fractales, appuyés par des motojets à la vitesse ahurissante et des antigraves fragiles mais meurtriers, les arlequins font feu tout en allant chercher le contact avant que l'ennemi ait le temps de comprendre que la bataille a déjà commencé. D'une rapidité et d'une agilité qui défient l'entendement, les Arlequins traversent le champ de bataille comme des oriflammes dans un ouragan. Les choristes avancent dans un mouvement constant, tel une émeute de couleurs qui étourdit les sens. Les Arlequins courent, bondissent et virevoltent, les lames et les tirs de leurs ennemis terrifiés sifflant autour d'eux avec des effets dérisoires. Préférant la vitesse et l'adresse à la force et à la résistance, les Arlequins ont des halos combinaisons qui fracturent leurs contours en un flou polychromatique qui leur donne l'apparence d'une tornade psychédélique intangible
dans laquelle l'ennemi déverse ses tirs en vain. Mais une fois au contact, ils prouvent qu'ils n'ont rien d'un mirage. Tandis qu'ils tourbillonnent dans les rangs ennemis, ils donnent une représentation rythmée par le tonnerre des tirs et les cris d'agonie. Chaque pas est celui d'une danse, chaque victime est un partenaire involontaire autant qu'un ennemi. Les lames se plantent à la vitesse de l'éclair et des gerbes de sang et d'étincelles jaillissent, tandis que l'adversaire essaye d'endiguer l'assaut, alors même que ses pires cauchemars se reflètent à la surface fluctuante des masques de l'hoste d'Arlequin. Un Arlequin qui combat est un acteur sur scène et une armée de ses comédiens, une compagnie en pleine représentation. Appelés masques, ces bandes guerrières luttent avec une synchronisation à couper le souffle. Les troupes d'Arlequin foncent à travers le champ de bataille en surgissant de la toile par un portail caché pour frapper sans prévenir. Des motojets tisseurs célestes s'engagent dans un ballet acrobatique, filant au-dessus de l'ennemi pour lancer des bolas stellaires. Des explosions fleurissent et leur crescendo s'accompagne du hurlement des transports tisseurs du néant et des canonnières tisseurs stellaires ouvrant le feu. Derrière ce tumulte, c'est l'élite du masque qui chorégraphie le carnage. Chaque coryphée est un chef du chœur qui dirige ses acteurs, les choristes avec l'expertise d'un metteur en scène et le génie d'un général. Des bouffons tragiques à l'humour macabre fauchent leurs cibles dans des volées de tir. Des prophètes des ombres énigmatiques usent de leur pouvoir fantomatique pour désorienter l'ennemi en le noyant de visions cauchemardesques. Et si un solitaire daigne se joindre au combat, le masque peut massacrer des régiments entiers dans une débauche de prouesse martiale. Pour un œil non exercé, la manifestation d'un masque arlequin est une explosion de violence, de couleurs et de sons. En revanche, les Aeldari les perçoivent distinctement. Chaque temps est orchestré, chaque choriste sait quand et comment ses compagnons vont frapper. C'est la guerre, élevée au rang d'art et réciproquement, un combat livré avec un rythme parfait aussi mortel que spectaculaire. Les Arlequins sont des artistes du champ de bataille tout en étant davantage que des guerriers. Chaque Arlequin est un serviteur dévoué de Ségorak, le dieu moqueur, l'unique divinité Aeldari qui aurait survécu à la naissance de Slaanesh. Si on le dépeint sous les traits d'un mauvais plaisant énigmatique et sinistre, loin d'être altruiste, Ségorak est aussi l'ennemi juré des dieux du chaos et de Slaanesh en particulier. Ce fut Slaanesh, que les Aeldari appellent l'assoiffé, qui détruisit leur ancien empire et condamna leur peuple au tourment d'un interminable déclin. C'est ainsi que les Arlequins luttent contre Slaanesh depuis des millénaires pour assouvir la vengeance de Ségorak. Ils frappent sans avertissement et sèment la désolation avant de s'évanouir aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Les Arlequins ont massacré d'innombrables cultes, assassiné de puissants champions du chaos et déjoué 1000 desseins maléfiques avant qu'ils puissent arriver à terme. De tels actes ont pu à l'occasion sauver des mondes occupés par d'autres peuples, généralement l'humanité, mais les Arlequins n'agissent aucunement par bonté. Ils sont tout aussi insondables que la divinité qu'ils vénèrent, et s'ils se soucient de la survie d'une des espèces de la galaxie, au final, c'est bien de la leur. Les devoirs des masques ne se cantonnent nullement à la guerre. Tout Arlequin est un acteur versé dans la mythologie Aeldari et les 1001 contes allégoriques dérivés de ces cycles. Les masques arpentent inlassablement cette dimension interstitielle qu'on appelle la toile pour effectuer des tournées entre les vaisseaux mondes, les mondes exodites et la cité crépusculaire de Comorag. Où qu'ils aillent, les Arlequins pratiquent leur art de la scène qui combine musique, danse, combat rituel et rhétorique sur fond d'illusionnisme et d'effets spéciaux psychoactifs
conçu pour mieux captiver le public à Aeldari. Les Arlequins ne se donnent pas en spectacle simplement pour divertir l'assistance. Ils mettent en scène des leçons, des contes moraux, des fragments de la culture des anciens Aeldari pour édifier et mettre en garde leurs descendants actuels. La danse la plus importante du répertoire arlequin est le récit de la chute, la monstrueuse apothéose apocalyptique qui vit naître Slaanesh et pratiquement disparaître les Aeldari. Les représentations saisissantes qu'il donne des horreurs de cette époque servent à en perpétuer le souvenir, afin de ne jamais répéter les mêmes erreurs. Mais les Arlequins ont également d'autres attributions. Ils patrouillent dans la toile afin d'exciser la souillure du chaos et des invasions Xénos où qu'elles se trouvent. Ils gardent l'immense conservatoire de connaissances occultes qu'est la bibliothèque interdite, afin d'empêcher que ces dangereux secrets tombent entre de mauvaises mains. Les Arlequins servent aussi d'ambassadeurs, car eux seuls peuvent voyager librement partout où résident des Aeldari. Par nécessité, les Arlequins ont fait conclure des accords entre les Azuriani des Vaisseaux-Mondes et les Drukhari de Comorag, de sorte qu'ils fassent cause commune pour l'avenir de leur espèce. Or, un nouveau péril se profile pour les Arlequins. La toile, en soi déjà accidentée et périlleuse, a lourdement pâti de la Grande Faille. Des intrus Xénos ou des adorateurs du chaos s'y infiltrent en nombre sans précédent et mettent en danger tout ce que les Arlequins ont entrepris depuis si longtemps. Face à l'aggravation du péril, les masques se font encore plus agressifs et manipulateurs, en demandant le paiement d'anciennes faveurs et en commettant toutes les atrocités nécessaires au nom du dieu moqueur. Les Arlequins ont un grand dessein, l'acte final qu'ils se doivent d'exécuter au détriment éternel de l'assoiffé, et ils sont prêts à payer un tribut sanglant, quel qu'il soit, pour l'accomplir. Il y a très longtemps, à une époque qui n'est plus que poussière et écho, les Aeldari régnaient sur les étoiles. La galaxie était leur domaine, ils pouvaient l'explorer à leur guise et il n'existait aucun ennemi qu'ils ne puissent battre sans peine. Leur domination semblait destinée à durer éternellement, et pourtant, elle prit fin en un instant d'horreur inimaginable. L'âge d'or des Aeldari commença avant même que l'humanité ne découvre les bienfaits du feu. Leurs flottes élégantes parcouraient le vide, ajoutant un monde après l'autre à l'Empire Aeldari, tout en balayant quiconque osait les défier. Ils jouissaient d'une maîtrise sans pareille de la toile, ce labyrinthe entre les dimensions dont les tunnels s'étendent à travers la galaxie comme les capillaires d'un être vivant, ce qui permettait aux Aeldari de franchir en quelques jours des distances interstellaires. Nantis de technologies si formidablement puissantes qu'on eût dit de la sorcellerie, doués d'une sagesse inconcevable pour tout autre peuple existant, les Aeldari obtinrent bientôt la maîtrise de l'essentiel de la galaxie. En ce temps-là, les Aeldari connurent une vie pleinement satisfaisante, confortés par la certitude que la mort n'était que la transition vers la renaissance et une autre existence longue et riche. Ils ignoraient la peur et les privations, car leur technologie était si avancée qu'ils pouvaient à loisir éteindre une étoile ou la faire renaître, et la moindre corvée manuelle relevait du mythe. Libérés des contraintes du labeur et de la mortalité, dotés d'une psyché qui pouvait ressentir un éventail d'émotions et de sensations bien au-delà de ce qu'imagine toute autre espèce, les anciennes Aeldari étaient libres de s'adonner à tous leurs penchants. Art, science, littérature, théâtre, philosophie et une myriade d'autres disciplines devinrent les seules préoccupations, tout comme l'exploration sans limite ni inhibition de l'hédonisme et des plaisirs des sens. Les Aeldari avaient toujours vénéré un panthéon aux divinités nombreuses et puissantes, et incorporé sa symbolique et ses enseignements au moindre aspect de la vie quotidienne. Or, au fil du temps,
Comme leur pouvoir devenait irrésistible et que l'univers livrait tous ses secrets, les Aeldari se laissèrent gagner par l'illusion de leur propre omnipotence. L'adoration des dieux périclita et fit place au narcissisme et à la vénération de prophètes du plaisir autoproclamés. Le magnifique esprit des Aeldari commença à se consumer. La fascination fit place à l'obsession. La noblesse se mua en arrogance et leur âme se mit lentement à pourrir. La corruption s'étendit graduellement au cours d'un déclin étalé sur des millénaires. Les Aeldari devinrent indolents et égocentriques, uniquement mus par le désir de satisfaire des pulsions de plus en plus intenses. Des démarches artistiques qui transcendaient les limites de la démence et du danger physique, au perfectionnisme obsessionnel qui s'achevait par des bains de sang, le tout alors que les cultes du plaisir se développaient, la civilisation des anciens Aeldari plongea dans de noirs abîmes d'obscénité. Le sang coulait dans les rues. Des tueurs hédonistes hantaient les ombres. D'indicibles horreurs furent créées sous le prétexte de susciter des expériences inédites. Et les dieux Aeldari en étaient les témoins rageurs et impuissants. Le Warp est un royaume obscur et périlleux qui se tapit derrière le voile ténu de l'espace matériel. C'est un océan d'énergie, amorphe et sans bornes, où des entités maléfiques chassent dans un milieu modelé par les émotions et les désirs nés de l'esprit des mortels. C'est la lente accrétion de ces forces qui engendra les dieux du chaos, Khorne, Nurgle et Tzeentch. Et en dépit de tout leur savoir, les Aeldari ne comprirent pas que leur plongée frénétique dans la dépravation allait donner naissance à une nouvelle divinité chaotique. La proto-entité qui allait devenir Slaanesh s'agrégea lentement, nourrie de la cruauté gratuite et des caprices psychotiques des Aeldari. Les signes annonciateurs étaient bien visibles aux yeux de quiconque avait conservé assez d'emprise sur la réalité. Les Exodites furent les premiers à en tenir compte en s'exilant pour aller établir leur tribu sur les mondes vierges des Éden lointains. Ces Exodites furent l'objet des moqueries de la plupart des Aeldari, car ils renonçaient au plus clair de leur legs technologique pour revenir à un mode de vie plus simple et plus spirituel. Pourtant, seuls les Exodites furent entièrement épargnés par l'horreur à venir. Les exilés suivants furent les bâtisseurs des vaisseaux-mondes et qu'on appela ensuite les Azuriani. C'étaient les Aeldari qui surent reculer avant de franchir le pas vers la damnation, en fuyant l'agonie de leur empire quand la dépravation de la société parut irréversible. Ils partirent donc à bord d'immenses arches, les vaisseaux-mondes, véritables mondes capables de fonctionner en autarcie. Quant à ceux qui demeuraient dans la toile, les plus pervertis d'entre eux étaient les précurseurs des Drukhari. Loin de se repentir ou de vouloir s'échapper, ils se réfugièrent là où ils pourraient poursuivre leur débauche. Ces Aeldari s'aménagèrent des royaumes dans la toile pour y régner en maîtres malveillants. Sans être complètement préservés dans leur sanctuaire, ils auront au moins évité les conséquences immédiates de l'apocalypse dont ils furent en grande partie responsables. Gravé d'un influx psychique constant de désirs obsessionnels, de cruauté et de douleur, Slaanesh finit par éclore en tant que dieu du chaos pleinement formé. Son vagissement psychique fut un maelstrom apocalyptique, une onde de choc infernal qui balaya l'empire des Aeldari et arracha leur âme de leur corps. Il les dévora toutes en une orgie d'envergure cosmique et devint plus fort et plus monstrueux avec chaque bribe de force vitale absorbée. Éclatant de puissance impie, Slaanesh attaqua le panthéon Aeldari, détruisant et dévorant les dieux tour à tour. On dit que seul Ségorak lui échappa,
en disparaissant dans le dédale de la toile pendant que Slaanesh affrontait le puissant Kaela Menshakain. Le temps d'un battement de cœur, et le glorieux empire des Aeldari fut transformé en amas de mondes fantômes dévastés, en un lieu où l'énergie infernale du Warp déborde dans l'espace réel. Seuls en réchappèrent des réfugiés éparses, maigres fragments d'un peuple jadis grandiose, désormais voué à un lent déclin, puis à l'extinction. Les Exodites, les Drukhari, les Azuriani et les Arlequins se retrouvèrent les ultimes représentants de leur lignée, et tous durent vivre en sachant que l'assoiffé allait traquer leurs âmes à jamais. Chaque faction trouva sa propre manière de soustraire ses âmes à Slaanesh et de perdurer dans une galaxie soudain redevenue hostile et terrifiante. Aucune ne comprit dans l'immédiat, alors qu'il s'agissait pour elle de rassembler ses forces, de retrouver un sens à la vie ou juste de survivre, que l'exil dans les recoins de la galaxie revenait à disséminer les germes de la vengeance. Au sein de l'ancienne société des Aeldari, les Arlequins du dieu moqueur étaient avant tout voués aux arts de la scène. Quand cette société s'effondra, ils demeurèrent fidèles aux enseignements de leur divinité et se donnèrent les moyens de les défendre par la force, ainsi que de les diffuser à travers la galaxie à bord des vaisseaux mondes et des vaisseaux exodites, et même dans les sous-royaumes isolés de Comorag. Les Arlequins avaient répondu à l'appel de Ségorak, dernier dieu Aeldari en vie, et s'apprêtaient à se venger de Slaanesh et de son agence. D'autres allaient suivre leur exemple dans les prochains millénaires, car c'était l'aube d'un conflit voilé d'illusions et attisé par une haine inextinguible. Au cœur de la toile, protégée par de terrifiantes sentinelles et des troupes d'Arlequins, repose la bibliothèque interdite. Pour atteindre ce fabuleux royaume, il faut courtiser la folie elle-même, voyager à travers des passages secrets à travers la toile, passer les horribles entités qui la gardent, et déverrouiller l'une des entrées cachées sous un voile d'énigmes et d'illusions. La bibliothèque interdite renferme le savoir le plus précieux des Aeldari. On dit qu'elle ressemble à un vaisseau-monde aux proportions impossibles, confiné dans la dimension labyrinthique. Tous les périls galactiques rencontrés par les Aeldari y sont répertoriés. La vraie nature des anciens dieux stellaires, le sort du seigneur phénix déchu Ara, et même les origines du chaos ne sont que 3 sujets de ces archives entre 1000. La bibliothèque se concentre en particulier sur ce que les Aeldari ont appris au sujet du chaos qui ruina leur civilisation et continue de les menacer depuis le Warp. Au sein des chambres scellées psychiquement de la spirale effervescente reposent des grimoires de magie noire, dont les murmures et les grognements font frissonner l'air malgré les protections runiques. Sous le dôme des étoiles éteintes, d'innombrables cassettes en ronces de lune emprisonnent des artefacts et des essences démoniaques. Des lueurs dérivent dans des salles où des lames anciennes et des crânes xénos gisent sur des socles gravés de runes. Le trésor le plus précieux de la bibliothèque est peut-être le savoir psychique collecté des Aeldari et de toutes les espèces qu'ils ont rencontrées. Capturés dans les pensées cristallisées des habitants défunts de ce lieu, ces secrets dérivent comme des souvenirs à demi effacés, attendant un esprit assez fort pour s'en saisir. Ces corridors lugubres serpentent sans cesse, un dédale parsemé d'oubliettes et de chambres éclairées par les étoiles. Peu de mortels ont visité ce sinistre royaume et aucun ne serait assez fou pour relater son expérience. Une fois la nature des sentinelles de la bibliothèque interdite révélée, la crainte de leur courroux persiste. Cela ne signifie pas pour autant que la bibliothèque interdite soit à l'abri. Ceux qui convoitent ses secrets l'ont attaquée plus d'une fois. Inquisiteurs impériaux,
Archonte Drukhari arrogant et seigneur Nécron collectionneur ont tenté en vain d'accéder à la bibliothèque après s'être heurtés aux Arlequins. Mais les Séides du Chaos sont de loin les plus insistants des importuns. Des hostes de démons s'en sont souvent pris à la bibliothèque interdite, et au crépuscule du 41e millénaire, le fameux sorcier Ahriman est même parvenir à franchir ses défenses et à y dérober des connaissances précieuses pour accomplir ses desseins aussi obscurs que maléfiques. Un masque est à la fois une armée et une compagnie théâtrale. Un masque n'a pas de chef formel, c'est une assemblée de serviteurs de Ségorak, partageant un même état d'esprit, où chacun agit selon ses familiarités avec les personnages traditionnels qu'ils incarnent. Aucun arlequin ne dirige les autres très longtemps, car tous se traitent sur un pied d'égalité. L'organisation d'un masque remonte aux jours anciens lorsque les serviteurs de Ségorak étaient avant tout des acteurs de théâtre. Depuis la chute, une place y a été réservée au cas où un solitaire joindrait ses capacités à l'assemblée, mais le reste demeure inchangé, centré autour de 3 troupes: la lumière, la pénombre et l'obscurité. Chacune contient une distribution distincte de personnages groupés par perspective et symbolisme. Ainsi, la lumière est notamment associée à l'action prompte et au protagoniste héroïque. Inversement, l'obscurité évoque les antagonistes maléfiques et les fins violentes, alors que la pénombre est transitoire, comme la toile ou les péripéties du voyage. Cette structure permet à chacun d'avoir conscience des rôles de ses compagnons, sur scène comme à la guerre. Parallèlement, chaque masque joue un rôle unique dans un grand masque, en agissant de concert avec d'autres masques pour exécuter la volonté de Ségorak dans la toile et en dehors d'elle. Les masques arlequins se battent avec une efficacité quasi clairvoyante. D'un geste de son coryphée, chaque choriste comprend ce qu'il a à faire ainsi que le rôle de ses camarades. En effet, malgré l'absence d'une chaîne de commandement formelle, les masques sont capables d'agir avec plus de synchronisation et de discipline que la plupart des armées. Au combat, un masque ressemble plus à une entité coordonnée qu'à un groupe d'individus. Cette incroyable efficacité est amplifiée par le fait que chaque pièce mythologique d'un masque existe sous une forme guerrière, que les Aeldari appellent Saedat. Il consiste en des plans de bataille allégoriques qui informent des cibles prioritaires de la stratégie d'ensemble et si le conflit doit être mené par la lumière, la pénombre ou l'obscurité. Le Saedat adéquat sera fonction de plusieurs facteurs. Il arrive que des masques se spécialisent dans certains cycles mythiques et recourent exclusivement à ceux-ci. Chez d'autres, la signification rituelle de l'ennemi, du champ de bataille ou même de l'heure du jour et de sa lumière influenceront la décision. Quel que soit le choix, chaque Saedat est une stratégie brillante et élaborée. Il existe un certain nombre de masques, et parmi les plus connus, on peut citer les astres glacés, le chagrin nocturne, le chemin voilé, la danse sans fin, le dépit culminant, le mirage brisé, l'ombre onirique, le rire du faucheur, le suaire muet et la voix sinueuse. La vengeance de Ségorak est sans doute le Saedat le plus connu. C'est le double militaire du conte de la chute, l'histoire la plus tragique et meurtrière de la culture Aeldari. Rien d'étonnant donc que le Saedat correspondant privilégie le massacre pur et simple plutôt que des manœuvres subtiles. Un masque qui exécute ce Saedat
exploite les incroyables prouesses athlétiques de ses membres et la vitesse aveuglante de ses appareils d'attaque pour plonger droit au contact de l'ennemi. Les Arlequins sèment alors la mort en recourant aux passes de leurs engins d'appui orchestrés sans faille, aux assauts de leurs membres, les acteurs de la pièce, et à leur propre agilité ahurissante, afin de se soustraire à la riposte désespérée de l'adversaire, le temps d'en venir à bout. Une représentation de la vengeance de Ségorach se traduit invariablement par des pertes élevées aussi bien chez les Arlequins que chez leurs ennemis. Et c'est justement riche de symbolisme pour évoquer les conséquences dramatiques de la chute. Les Arlequins investissent tout le chagrin et la colère de leur peuple dans ce Saedat mortel, convertissant la mémoire collective de la chute et la haine de l'assoiffé en un élan dévastateur auquel très peu d'ennemis peuvent faire face. Il existe de nombreux autres Saedats appropriés à telle ou telle situation. Certains font partie du répertoire de la majorité des masques. Les sans épée de Vol, les tourments de la fosse ardente, les larmes d'Isha et tant d'autres se jouent d'un bout à l'autre de la galaxie. Réciproquement, certains Saedats sont la spécialité de quelques masques, ou bien ne se pratiquent guère qu'à l'occasion des conflits les plus lourds de conséquences. L'engeance du serpent est un spectacle de ce genre et il nécessite un masque entièrement aéroporté. Les pas rituels de cette danse évoquent les serpents tisseurs, semi-divinités nées du serpent cosmique, et leur fonction dans l'épopée de Ségorach. Les appareils d'assaut antigraves jouent ici le rôle de ces protagonistes ophidiens. Un élément scénique crucial de cette œuvre, le pas céleste, consiste pour les Arlequins à sauter de leur transport tisseur du néant en faisant preuve d'une agilité invraisemblable. Ils virevoltent, sautent et frappent parmi les rangs ennemis et se servent de chaque coup porté pour se maintenir en l'air. De la sorte, ils sautent de tête en torse, brisant les nuques, crevant les yeux et enfonçant les crânes sans jamais toucher le sol. La scène entière ne dure que quelques instants avant que les Arlequins tirent leur révérence, disparaissant à bord de leur tisseur du néant sous les tirs de couverture des tisseurs célestes et des appareils de soutien tisseurs stellaires. On peut citer d'autres Saedats comme la voix des héros, la lame de Faolchu et la farce de Ségorach. Dans la première, les dramatis personae se résument à un trio, un bouffon tragique, un prophète des ombres et un solitaire, qui se glissent derrière les lits ennemis. Ils attaquent par surprise, le bouffon tragique et le prophète des ombres jouant les héros Ultranesh et Eldanesh, et le solitaire incarnant l'orgueil qui les amena dans l'antre du prince des X. La lame de Faolchu implique une formation de tisseurs célestes et de tisseurs stellaires, qui attaquent à vive allure, telle la promise du grand faucon quand elle déposa l'épée d'Anaris dans la main d'Eldanesh. Quant à la farce de Ségorach, elle dépeint le dieu moqueur quand il chercha à humilier le dieu veneur Kurnus en lui volant la moitié de sa ramure. Les tirs des tisseurs stellaires et des tisseurs célestes fraient un chemin à une troupe qui fonce s'emparer de l'objectif tant que l'ennemi est sous le choc. Le dieu moqueur fut l'unique divinité à Eldari qui survécut à la naissance de Slaanesh, mais les enseignements et la légende du reste du Panthéon perdurent grâce aux danses des Arlequins, ainsi que la tradition des vaisseaux-mondes comme des exodites. Les Aeldari voient des symboles en toutes choses, et ils conservent pieusement le souvenir de leurs dieux et héros afin de ne pas replonger dans l'indolence et la folie. Les Arlequins connaissent des centaines de contes et de danses relatifs à la moindre divinité, tout en relatant un exploit épique, une guerre intestine ou une leçon à retenir. Azurian, le roi phénix, l'aîné des dieux, prodigue des fables qui mettent en avant la patience et la sagesse, la fermeté et la noblesse à tout prix. Son frère belliqueux, Kaela Menshakain, le dieu à la main sanglante, apparaît dans des histoires de meurtre et de guerre, aussi bien dans le rôle de destructeur intègre que de l'oppresseur vengeur.
Vol, le forgeron infirme, Isha, la mère de tous et déesse des moissons, Lilith, la Vierge, et Morai Egg, la Décatie, tous figurent dans leur propre récit, ainsi que dans les épopées où leurs interactions complexes transmettent un message allégorique. Depuis le drame du vaisseau-monde Bieltan, un nouveau dieu s'éveille dans la psyché à Eldari. Ined, le dieu des morts, fut bien près de se manifester suite aux actes du prophète Eldrad Ultran. À présent, ces apôtres se multiplient dans la société à Eldari en promettant un autre moyen d'échapper aux griffes de Slaanesh et de défaire les forces du chaos. Les Arlequins jouent un rôle dans cette nouvelle narration, et les danses de certains masques incorporent déjà subtilement la présence spectrale d'Ined. Mais il reste à savoir ce que Ségorak fera face à l'ascension de ce dernier, et si ses serviteurs affronteront ou soutiendront les Inari dans les siècles à venir.